Dit tantôt que nous allons recevoir un second invité. Je rappelle que cette fois-ci, je change un peu de casquette des culturels là. Donc, dans Koyamela Bino, Aza Congolais. Aza Congolais parce que Batebele, c'est pose la question. En l'entend parler, on sent en lui, il y a de la littérature, Nalo poto nae Azali Kolobila. Donc, mais je vous rassure que c'est un Congolais, fils du pays. Je reçois Monsieur Tigui Elébé, après beaucoup d'années. Je rappelle aussi que c'est un aîné dans la corporation, présentateur d'une grande émission. Je me pose la question, est-ce que la plume consciente existe encore ou il a totalement abandonné sa carrière de prestation? C'était une émission qui cartonnait, hein, je me rappelle à l'époque avec BRT Africa. Bon, on va parler de tout ça avec vous, mesdames et messieurs. Il est avec moi sur ce plateau. Tigui Elébé, bonjour et bienvenue. Hein. Bonjour, merci. C'est également un plaisir pour moi de te revoir après autant d'années. Ouais. C'est vrai qu'on a commencé notre aventure il y a très longtemps. Nous sommes quasiment dans les années 2006, si je ne m'abuse. Alors peut-être qu'il faut déjà rectifier. Hein. Je me suis presque improvisé dans, Vous êtes improvisé. Journalistique parce qu'à la base, j'ai pas une formation de journaliste. Je suis plutôt juriste de formation. Okay. Ce qui m'a amené à concevoir et à présenter cette émission, c'était justement mon goût et mon attrait particulier pour les domaines de la culture et de la littérature de manière particulière. J'avais l'impression que dans nos chaînes de télévision, il n'y avait pas assez d'espace qui était réservé à la littérature, à la promotion des écrivains et à la promotion du livre. Et donc en réfléchissant, je me suis demandé pourquoi cela était le cas. Et au-delà de la réflexion, je me suis dit qu'il fallait agir. Et agir m'a poussé justement à imaginer un programme télévisé. Et donc je suis allé frapper dans les différentes chaînes de télévision et heureusement à l'époque BRT m'a accepté. Et j'ai dit que je voulais faire une émission qui fasse la promotion du livre, de la littérature. Et c'est là que l'aventure est partie. Donc j'ai créé cette émission, elle a eu une grande audience à l'époque, mais on ne s'est pas arrêté au programme télévisé, on est allé plus loin, on a organisé des concours pour promouvoir justement les jeunes écrivains et c'était l'occasion justement de dénicher des talents. Et des vocations sont nées. Plusieurs écrivains qui ont à l'époque participé à ce concours aujourd'hui sont des écrivains affirmés, qui ont pignon sur rue. Et donc pour nous, c'était un rêve de booster un peu ce secteur littéraire. Et avec le recul du temps, aujourd'hui, quand on considère l'espace littéraire de notre pays, on peut se satisfaire justement de cette émulation qu'on constate. Et on voit que les gens écrivent de plus en plus, s'intéressent à ces questions-là. Et c'est de bonne guerre parce que finalement, un pays, une nation ne peut entrevoir son développement si on n'a pas un mécanisme qui fait la promotion de la pensée réflexive, de la pensée critique. Et donc nous, voilà, c'est notre cheval de bataille et depuis toutes ces années, nous sommes en plein dedans. Et aujourd'hui, on a un peu changé de casquette aussi parce qu'on est entré dans le monde de l'écriture avec une première publication déjà en 2014, mais une seconde, plus récente, qui date du mois d'août, Le Crépuscule des Absolus, qui est un roman. Et donc on aura peut-être l'occasion d'en parler. Bon, voilà. Alors, je souhaite un peu aujourd'hui faire comprendre à une grande masse de la population qui nous regarde actuellement. Le mariage, vous êtes juriste. Comment arrivez-vous à vous départager? De l'autre côté, vous avez des questions juridiques que vous embrassez, mais de l'autre côté, vous avez des questions à caractère littérature que vous devriez aussi mettre en marge pour l'intérêt de la population. Est-ce que ça vous semble facile ou encore c'est peut-être un secteur qui est déstabilisé, soit aujourd'hui on ne vous sent plus comme juriste de formation, vous êtes plus dans la littérature, ou encore c'est la littérature qui perd sa place au profit d'un autre secteur. Est-ce qu'il y a vraiment un bon départ ou un bon mariage entre les deux secteurs que vous utilisez actuellement? Oui, forcément. Je veux dire, davantage en plein 21e siècle, en tant qu'humain, on a plusieurs casquettes, plusieurs facettes. Alors moi, c'est vrai que je suis juriste de formation et donc aujourd'hui dans le cadre professionnel, parce que je suis certes écrivain, certes opérateur culturel, mais j'ai une profession.
Et donc, dans le cadre de ma profession au quotidien, oui, ma carrière ou ma formation de juriste me sert. Donc, je pratique le droit, peut-être pas comme avocat, peut-être pas comme magistrat, mais au jour le jour, par le travail que je fais, je suis appelé à convoquer des notions de droit. Euh, la littérature, la casquette d'écrivain, d'opérateur littéraire, je la mettrais plus dans le compte d'une passion dévorante. J'ai toujours été depuis très jeune attiré par l'écriture, par la lecture. Je le dois aussi au fait d'appartenir à une famille quasiment d'écrivains. Dans ma famille, mon père fut écrivain. Nous sommes 4 écrivains, donc Wow, 4 4. personnes Wow. à publier au quotidien. Donc forcément, j'ai vécu dans cet environnement qui a fait que très tôt, j'ai développé ce goût. J'ai fait des études littéraires, latin philo, et donc on n'est pas très loin justement de l'écriture, de la pensée avec les grands philosophes modernes. Et donc forcément, c'est quelque chose qui a déteint en moi, et je l'ai gardé de manière volontaire ou involontaire, mais c'est quelque chose dont je n'ai jamais su me départir. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de contradiction, Mm. qu'on soit dessinateur, qu'on soit musicien. Et d'ailleurs, la musique n'est jamais très loin de l'écriture parce qu'il faut composer ces textes. Vous voyez, qu'on soit journaliste, on est appelé à écrire des papiers. Et les papiers, il faut bien les écrire. Donc forcément, je pense qu'il n'y a pas de contradiction. La littérature, l'écriture et la lecture font partie intégrante de l'être humain. L'être humain qui se construit, effectivement, a besoin de s'alimenter, d'alimenter son cerveau. Et le cerveau, on l'alimente par l'apprentissage, on l'alimente surtout par l'acquisition de la connaissance. Et cette acquisition de la connaissance se fait à travers le livre. Et donc, forcément, je pense qu'on baigne tous dans cette sorte de cosmogonie, et il faudrait aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, démystifier l'image qu'on a des écrivains, des lecteurs. C'est notre lot à tous. Et donc, on doit plutôt promouvoir le fait que chacun peut lire, chacun peut écrire, chacun doit lire, chacun doit écrire, parce que finalement, il y va de son propre développement personnel, mais aussi du développement de sa société. Voilà, Tigué Elébé est avec moi sur ces plateaux. Ça fait plaisir quand même de recevoir un écrivain, mais des fois aussi on a pitié de vous. Laissez-moi vous dire ainsi, parce que lorsqu'on parle de la culture actuellement au Congo, on fait plus allusion aux artistes musiciens, mais également aussi aux artistes humoristes, comédiens et consorts. Mais on oublie peut-être, vous qui êtes culturel hein, également, les écrivains congolais, vous n'êtes pas trop cités, vous n'êtes pas trop considérés. Est-ce que vous avez des regrets ou vous avez aussi des avis à partager sur ce point, à condamner peut-être ceux qui sont mieux placés à vous gérer? Je prendrai les cas par exemple du ministère de la Culture et Arts, qui est votre tuteur, je le dirais ainsi, qui ne tient pas compte de votre grandeur, vous qui êtes écrivain, surtout les écrivains congolais. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, de manière générale... Je veux qu'on soit oui, ouvert. Hein. oui. De Ok. manière, moi, j'ai un avis sur la question. Hein. Vous savez, de manière générale, je suis quelqu'un qui n'aime pas pointer le doigt sur les autres d'abord, parce que quand on pointe le doigt sur les autres, il y a sa propre responsabilité, généralement qu'on ne met pas en exergue. Mais pour vous répondre clairement, la situation de l'écrivain congolais est un peu à l'image de notre pays, n'est-ce pas? Je peux vous retourner la question. Hein. Vous animez une belle émission, plénière culturelle. D'accord. En termes de statistiques, combien d'écrivains avez-vous reçus comparativement à d'autres secteurs de la culture? Par exemple, comparativement à la musique. C'est un peu à l'image de notre société. C'est-à-dire que quand on pense culture, on pense forcément d'abord à la musique. Alors que la culture est un ensemble vaste avec des composantes. Et la composante justement de l'écriture, de l'écrivain, n'est pas assez valorisée, malheureusement. Il y a des raisons à cela. Il y a des raisons à cela. D'abord, le métier d'écrivain exige un certain nombre de préalables. Pour écrire, quand on écrit, derrière, il y a tout un travail d'accompagnement. C'est le travail de l'éditeur. Et donc,
Dans notre pays, en République démocratique du Congo, il existe très peu de maisons d'édition dignes de ce nom, en tout cas des maisons d'édition professionnelles qui sont capables d'accompagner l'écrivain dans son processus de création. Alors, processus de création, ça veut dire à partir du moment où il écrit, avant que son livre ne soit publié, il y a toute une série de choses à accomplir. Il y a le processus à suivre. Le processus Voilà. entre la correction, entre la composition de la couverture du livre, entre les contacts qu'il faut prendre entre la signature du contrat. Il y a toutes ces étapes à accomplir qui malheureusement ne sont pas toujours observées. Ce qui fait que finalement, dans cette difficulté-là, les écrivains ne sont pas suffisamment accompagnés et ça impacte aussi sur le regard que la communauté peut avoir sur eux par rapport à leurs œuvres. Mais il y a aussi tout ce qu'on peut considérer autour du coût de production. Aujourd'hui, pour publier un livre, je vous ai dit qu'il n'y a pas assez d'éditions localement, mais si on veut aller à l'international, c'est un parcours du combattant parce que ça a un coût, la publication d'un livre. Et donc, il aurait fallu qu'on imagine un système, un écosystème où il y a un accompagnement, n'est-ce pas, des écrivains pour qu'ils puissent arriver jusqu'au bout de leur processus de création. Mais qui doit nécessairement mettre cette manœuvre en marche? D'abord, c'est la responsabilité de l'État. Mais au-delà de la responsabilité de l'État, il y a lieu aussi de promouvoir une certaine organisation. Une organisation au niveau des associations, au niveau des regroupements. Il en existe de plus en plus. Et il faut reconnaître qu'ils font leur travail. Mais derrière, il faut bâtir toute une politique culturelle avec un aspect pour les écrivains. Et il me semble que ce travail, c'est un travail de longue haleine, mais il est en train d'être fait, notamment au niveau du ministère de la Culture. Alors, ce serait très facile de dire, oui, mais on a un ministère de la Culture qui ne fait pas tout à fait son travail. Mais je disais, c'est un peu à l'image du pays. Quelles sont les priorités? Et si je vous interroge sur la part du budget, par exemple, qui est allouée au ministère de la Culture et donc plus particulièrement au domaine de l'écriture, on se regardera et on aura un peu honte, n'est-ce pas? Alors que quand vous comparez avec des pays comme la France où la culture passe pour l'un des ministères clés de l'organisation de la société française, vous vous rendez bien compte que c'est l'image de notre société. Quelles sont nos priorités? Est-ce que la priorité du Congo est au niveau de la pensée critique, de la pensée réflexive, qui est organisée à travers les écrits des écrivains, ou est-ce qu'on est plutôt dans d'autres priorités? Donc vous voyez, et puis il y a aussi l'image qu'on a de l'écrivain. L'écrivain, c'est qui aujourd'hui? L'écrivain, c'est quelqu'un qui, généralement, dans l'entendement commun, rêve beaucoup, et n'arrive pas à vivre de ses œuvres, malheureusement. Donc, il n'a pas une image qui forge, en fait, une reconnaissance. Je veux dire, même quand on décerne des prix mérite national, vous n'êtes pas trop associé. Et donc, ça pose un problème de modèle. Dans notre société, qui sont les modèles? N'est-ce pas? Ce n'est pas les penseurs, ce n'est pas les écrivains. Alors que dans d'autres sociétés, encore une fois, je prends l'exemple de la France parce que c'est un peu plus proche de notre communauté. Mais les écrivains sont des personnalités qui sont respectables, qui sont érigées en modèle. Ça veut dire que même si vous interrogez un jeune, il a envie d'écrire, il a envie de devenir écrivain parce que justement c'est l'image d'une certaine noblesse, d'une certaine rigueur dans la réflexion, d'un certain intellectualisme, n'est-ce pas? Et donc il faut quelque part que nous puissions aussi changer de paradigme en réhabilitant l'image de l'écrivain. Parce que l'écrivain finalement c'est qui? C'est celui qui participe au développement de la société. Qu'est-ce que nous faisons quand nous écrivons? Nous témoignons de notre époque, nous dénonçons les injustices, nous dénonçons la guerre. Nous sommes dans une situation d'agression dans notre pays. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Mais si nous avions une armée d'écrivains, on pourrait... Mais ce n'est pas les cas que nous retrouvons oui, mais justement, en RDC aujourd'hui, M. Tigui. Vous n'allez pas nous faire voir comme si vous le faites. Curieusement, on peut applaudir les artistes musiciens qui dénoncent à travers leurs chansons, mais vous qui êtes écrivain, vous le faites. Justement, on ne peut pas dire qu'on ne le fait pas. Ce serait une accusation trop facile et trop gratuite. C'est justement parce que les projecteurs ne sont pas assez jetés sur les écrivains qu'on a l'impression qu'ils ne le font pas. Mais c'est tous les jours que des écrivains écrivent. C'est tous les jours qu'ils dénoncent à travers leurs écrits sur les réseaux sociaux, à travers leurs publications. Mais on pourrait être plus nombreux à le faire et avec plus d'impact derrière, n'est-ce pas? Donc parce que l'écrivain, justement, c'est un peu celui qui
qui dépeint la société. C'est un peintre de la société. Et donc, il dénonce. Là où ça va, il le dit. Là où c'est beau, il le dit. Et donc, en tant que gouvernant de société, on a besoin d'avoir ce reflet-là. Ce reflet qu'on n'a pas toujours quand on est aux manettes du pouvoir, mais qui peut nous être apporté justement par le regard des écrivains. Et c'est tout le sens, par exemple, que moi je donne à un roman que je viens de publier qui s'intitule Le crépuscule des absolus. Ok. Je ne suis pas politicien de profession, je n'exerce pas dans la politique, mais je suis un citoyen qui observe la cité. Et l'observation de la cité m'a justement amené à considérer un certain nombre de choses et à le coucher dans une fiction romanesque, justement, pour traduire un certain nombre de problèmes qui concernent à la fois notre société congolaise, mais aussi la société africaine dans son ensemble. Oh. Et donc, je ne sais pas si le micro s'est éteint. C'est bon. C'est bon. Et donc, Okay. Dans le crépuscule des absolus, justement, j'interroge un peu notre façon d'être, notre façon de vivre. Très rapidement, l'histoire commence par un coup de force. Et donc, un coup de force qui échoue. Et on entre dans un cycle de tension électorale où on a plusieurs protagonistes, à la fois ceux qui estiment être de la majorité, mais aussi ceux qui sont dans l'opposition, chacun venant avec un discours pour happer l'attention de la population et pour se faire élire. Et là, vous avez chacun avec ses idéologies, certains de bord socialiste, d'autres capitalistes et tout ce que vous voulez. Et puis on a un protagoniste qui vient, lui, avec une nouvelle idéologie. Il veut que le monde soit perçu, organisé d'une autre manière, différente qu'elle l'a été jusqu'aujourd'hui. Et donc il vient avec une idéologie qu'il appelle l'idéologie responsabilitariste. En réalité, cette idéologie a été conçu, imaginé, créé par un philosophe congolais. Je me permets de le citer, Arsène Moïse, qui a fondé en fait l'école responsabilitariste. Qui veut dire quoi en fait? Qui veut dire simplement que, ça c'est en tout cas le regard du philosophe, que il y a des vrais et des faux problèmes de société. Les faux problèmes de société, c'est la pauvreté, le chômage, l'inégalité et tout ce que nous voyons. Et pour lui, les vrais problèmes de société sont plutôt autour de la rareté et de l'appartenance. Et donc lui, avec cette nouvelle idéologie, il prône une autre manière de concevoir la société qui est basée sur la responsabilité, sur le responsabilitarisme comme il appelle. Et donc vous voyez, ça nous interroge, nous par exemple en tant que Congolais, mais aussi en tant qu'Africains, sur la manière dont nous bâtissons nos sociétés. Pour ne prendre qu'un exemple, parlons de démocratie. On a hérité de la démocratie. On nous a presque forcés à introduire la démocratie dans nos gouvernements, dans nos modes de gouvernance, sachant qu'il y a plusieurs années en arrière, à travers nos aïeux, on avait peut-être des royaumes, des empires qui étaient plutôt bien dirigés. Et donc, la question, c'est de savoir, à un moment ou à un autre, il faut que l'Africain, le Congolais, s'arrête et réfléchisse pour imaginer la meilleure forme d'organisation de sa société qui peut ne pas être la démocratie, qui peut être un autre système imaginé pour faire face à notre essence, à nos traditions, à ce que nous sommes. Nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas belges, nous sommes congolais. Nous avons une histoire, n'est-ce pas? Et donc le livre interroge un peu tout ça, ce qu'on appelle les idéologies dominantes, et il s'intitule justement Le crépuscule des absolus. Le crépuscule des absolus, donc c'est ça l'ouvrage. Simplement pour dire que il n'y a pas d'absolu dans la vie. Je dois dire, en tant que Congolais, on n'est pas condamné à la pauvreté. À un moment, tout est vanité, tout est passager, les dogmes les plus rigides, à un moment ou à un autre, cèdent. Et donc, il faut que nous saisissions l'opportunité des bouleversements mondiaux qui s'offrent à nous pour pouvoir nous réinventer, pour pouvoir proposer un autre cadre de vie, un autre mode de gouvernance qui soit le plus approprié possible à nous orienter sur la voie du développement. Et donc c'est un peu tout ça, le crépuscule des absolus. Je rappelle que c'est vraiment un roman, on est dans la fiction, n'est-ce pas? Mais ça interroge les problèmes contemporains. Et je vais vraiment inviter les lecteurs congolais à pouvoir s'en approprier, mais aussi les lecteurs africains. Je vais d'ailleurs en profiter, puisque vous avez parlé tout à l'heure de Jean Goubal, qui sera en train de nous suivre, que j'ai rencontré il y a peu. Et donc, pour lui dire juste que j'attends, mais vraiment de manière impatiente, son retour de lecture sur l'ouvrage qu'il a. Ah, il a déjà l'ouvrage. Il a l'ouvrage et peut-être même qu'il l'a déjà lu. Très bien. Voilà, Tigui Elébé, je rappelle que vous êtes un peu un homme trop discret, moins parleur.
plutôt vous écrivez beaucoup. Est-ce que être écrivain, il y a aussi des critères que vous devrez afficher. Peut-être que les Congolais veulent un peu en savoir plus. Quelles sont les qualités d'un écrivain? Quels sont les principes qu'un écrivain peut nous démontrer? Être écrivain, il n'y a pas trop de normes, il n'y a pas trop de règles à afficher un peu auprès de l'opinion. En fait, désolé de vous poser cette question parce que... Non, mais écoutez, en termes de comportement, d'attitude, peu importe, chacun a son tempérament. Okay. Je vais vous donner un exemple. Je prends 2 exemples. Tigui Lébé, vous avez dit dans la retenue assez moins parleur, prenez un écrivain comme Alain Mabankou, il est sur les réseaux sociaux tout le temps. Ça ne fait pas de lui un moindre écrivain. Donc, je veux dire, ce n'est pas dans le tempérament, ce n'est pas dans la posture. L'écrivain, c'est celui simplement qui, à un moment ou à un autre, a vu, a observé, a pensé la société et se décide justement de coucher sa pensée, son observation sur un papier, à travers un clavier d'ordinateur, pour le partager au monde. Et donc, à partir de ce critère-là, vous voyez bien que tout le monde peut s'essayer à l'écriture. Tout le monde a quelque chose à dire, n'est-ce pas? Évidemment, il y en a qui ont plus de talent que d'autres, il y en a qui en ont moins, il y en a qui sont accompagnés par les maisons d'édition, et c'est pour ça justement que j'ai parlé des maisons d'édition et que c'est important qu'il y en ait de plus en plus, parce que la maison d'édition a un travail à faire. Moins il y a des maisons d'édition, il y a peut-être des gens qui ont des idées, qui ont observé la société, mais qui n'ont pas forcément le talent d'écriture, et donc qui gardent leurs idées alors qu'ils auraient pu être accompagnés par des maisons d'édition pour livrer leurs pensées au monde. Je le répète, les sociétés qui se développent sont des sociétés qui font allégeance à la pensée. Et la pensée, la plupart du temps, elle est consignée dans le livre. Et donc, tout le monde peut devenir écrivain. Davantage à l'heure de l'intelligence artificielle. Ça, c'est encore un autre débat. Je ne dis pas qu'il faut aller écrire des livres avec l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, on note bien que ça devient un outil de création, d'aide à la création, j'ai envie de dire. Et donc, forcément, les gens ont des choses à dire. Il faut libérer la pensée. Et il faut libérer la pensée. Il faut libérer le domaine de l'écriture. Alors, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, j'espère bien. Je ne sais pas combien de livres déjà. Alors, j'en suis à mon 2e livre. J'ai écrit beaucoup d'articles. Très bien. J'ai des livres en chantier. J'espère que l'année prochaine, 2 autres sortiront. J'ai un livre qui doit sortir, si tout va bien, au 1er trimestre. C'est un essai sur le domaine de la sécurité sociale. Et là, je plaide pour quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'universalisation de la branche des prestations famille. Et puis, il y aura probablement un 2e roman que j'ai commencé à écrire depuis quelques temps. On verra. Avec les activités professionnelles, c'est pas toujours évident, mais c'est pas facile. Un autre roman qui est un peu dans la continuité du Crépuscule des Absolus, parce que voilà, il me tient à cœur quand même de parler de certaines choses qui sont de notre vécu quotidien, mais qui sont parfois passées sous silence. Donc ce sera un peu dans la continuité, mais avec une orientation vers l'humanitaire. Très bien. Alors je vais me permettre de faire un peu la petite promotion de cet ouvrage, Le Crépuscule des Absolus. Depuis que vous avez mis ces livres à la disposition de peuple congolais, mais pas simplement le Congolais, c'est pour le monde entier, même les expatriés, tous ceux-là qui veulent comprendre un peu vos pensées. Est-ce que Tigui Lébé, jusqu'à là, vous êtes fiers déjà d'avoir recueilli un peu de retombées positives? Vous vous dites que voilà, depuis que j'ai mis cet ouvrage à la disposition de l'opinion, voilà ce qu'ils pensent, voilà ce qu'ils disent. Mais également aussi, je suis fier d'avoir lancé un message qui est écouté, un message qui est bien compris. Également, si vous avez revalorisé une plainte ou encore beaucoup ce que vous avez dénoncé ou déclaré à travers cet ouvrage. Est-ce qu'on peut comprendre un peu depuis que cet ouvrage est déjà sur la disposition de l'opinion congolaise, qu'est-ce que vous constatez exactement? Ou encore il y a moins de réactions. Ne balobara so nyobombe la congolais c'est qu'elle est topé vérité makambu. Tiens encore na mukanda au mona akotangate. Alors ça, effectivement, c'est un stéréotype qui est collé aux Congolais, bon, que je ne partage pas, que je ne partage pas personnellement, parce que le cliché est plutôt négatif. Mais bon, ça c'est un autre débat, on pourra le faire une autre fois.
je m'étais dit lorsque j'écrivais ce livre, et je le pense encore aujourd'hui, qu'un livre qui paraît est une partie de soi qu'on livre à la merci des lecteurs. Alors, les lecteurs, ils aimeront pas, ils se feront leur propre opinion. Mais je suis plutôt satisfait des retours, en tout cas jusque-là, que j'ai, en tout cas de la part de ceux qui ont acheté le livre et qui l'ont lu. Et donc la plupart des retours, d'ailleurs, je les mets sur mes pages, sur mes réseaux sociaux, pour justement stimuler les autres à pouvoir aussi en faire autant. C'est une histoire contemporaine, en fait, qui touche à des réalités africaines, qui touche au rapport que l'on a finalement au monde. Ces rapports de domination, mais le rapport aussi qu'on a parfois avec l'organisation politique, les coulisses du pouvoir politique, les trahisons, les manipulations et tout ce qui entoure en fait la vie du pouvoir. Et donc de ce point de vue, beaucoup m'ont dit, mais oui, mais c'est une immersion mais totale dans les réalités que nous ignorons parfois lorsque nous regardons la chose de loin. Un auteur disait que si vous vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous d'une manière ou d'une autre. Et donc forcément, on est obligé un peu de savoir ce qui se passe dans les rouages du pouvoir, pas pour faire de la politique forcément, mais pour demander des comptes à un certain moment. N'est-ce pas? Parce que mais c'est comme si vous visez quelque chose aussi également. Excusez-moi, M. Tigui. C'est un éveil de conscience. Non, justement, excusez-moi, je reviens un peu vers vous directement, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est comme si vous visez quelque chose dans les secteurs politiques. Vous avez une mission que vous souhaitez atteindre. Tigui Elébé, écrivain aujourd'hui, mais demain on vous retrouve ministre, demain on vous retrouve député, parce que vous avez dénoncé, vous avez déniché de vérité à travers vos ouvrages, et on va croire en vous. Non, il ne s'agit pas forcément de dénonciation. À titre personnel, si j'avais envie de faire de la politique, j'y serais déjà. Je serais probablement dans un parti politique. Vous avez bien dit que vous m'avez pas. Je suis assez réservé, assez timide, donc vous m'avez pas vu en politique. Simplement parce que j'estime que tout le monde ne doit pas aller en politique. Alors si c'est une nécessité demain, pourquoi pas. Mais je crois que tout le monde ne doit pas aller en politique et qu'il faut qu'il y ait une classe de penseurs qui fasse son travail. C'est-à-dire de penser la société, d'observer la société et de proposer un certain nombre de pistes, de solutions que cette fois-là, les politiciens pourront récupérer pour pouvoir agir au mieux des intérêts de la population. Vous voyez ? Et donc, on peut être penseur, écrivain, sans forcément faire de la politique. Les grands penseurs, ceux qui ont rédigé les grandes théories politiques, n'étaient pas tous politiciens. Mais ils avaient quand même un secteur, où on le reconnaissait. Machiavel, par exemple, qui a écrit Le Prince, dont tous les politiciens se servent aujourd'hui, n'a pas fait de la politique active, n'est-ce pas? Et je me considère un peu dans ce rôle-là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense politique. Moi, je pense qu'on peut être un citoyen, réfléchir sur l'organisation de la cité, politique soit-elle, et écrire, dire sa pensée. Alors, vous parlez de dénonciation. Ça peut être de la dénonciation, tout comme ça peut être quelque chose de positif par rapport à l'organisation d'une société. Mais l'objectif recherché ici est d'influencer la gouvernance dans le sens des intérêts de la population. Ce n'est que ça. Et si j'arrive à atteindre cet objectif-là à travers mes écrits, je pense que le résultat l'objectif est atteint. Et donc je vous disais tout à l'heure que j'ai des retours de lecture, des gens qui ont lu le livre et qui ont eu le sentiment justement d'une sorte d'électrochoc, d'une sorte de réveil, en se disant oui mais c'est vrai, nous pouvons impulser notre développement en tant que Congo, en tant qu'Afrique, que ce soit le Cameroun, que ce soit n'importe quel pays africain. Il suffit que chacun prenne conscience que le pays nous appartient tous, que nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit le politique, que ce soit le bureaucrate, que ce soit celui qui est dans l'administration. Et si chacun arrive à jouer sa partition, nous n'envierons pas la politique, parce que chacun aura fait son travail. Donc moi, c'est cet électrochoc que j'ai envie de susciter, que chacun à son niveau, puisqu'il faut tout pour faire un monde. Il faut des hommes d'affaires, il faut des avocats, il faut des économistes, il faut en tout. Tout le monde ne peut pas être avocat, voyez-vous. Laisserons les politiques faire leur travail, mais ayons un regard sur leur travail pour que justement, chacun à son niveau participe au bien-être de la cité. Et donc, j'ai reçu des avis plutôt positifs, n'est-ce pas
Parce qu'un roman, on le lit avec un détachement. Il faut un détachement nécessaire pour lire un roman, et c'est ce que je recommande aux gens. On est dans une fiction, n'est-ce pas? Une fiction, on est d'ailleurs dans un pays imaginaire qui n'est pas le Congo, qui est la République du Kundinga. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une réflexion pour dire, il y a des réalités, touchons-les du doigt et essayons d'impulser un changement. Bon, je vais vous poser une question parce que ça me vient en esprit. Vous savez que nous avons un grand pays qui est la RDC. Quasiment, les gens pensent que la RDC, c'est simplement Kinshasa. Non. J'étais récemment à l'Équateur, précisément à Lissala. Je suis allé un peu au fin fond, dans le Congo profond. J'ai sillonné un peu. Mais je me pose la question, si aujourd'hui vous écrivez un ouvrage comme Le Crépuscule des Absolus, aujourd'hui, qui est quasiment écrit en français, avec une pensée un peu très approfondie, je ne dirais pas ceux qui sont dans le Congo profond, ils sont le moindre, non, mais les réalités aussi, c'est diffère aussi. Est-ce que vous pensez qu'avec une telle pensée, avec le français qui est prescrit à l'interne de cet ouvrage, facilement ça va intéresser ceux qui sont là? Je parle par rapport à ce que je maîtrise. Ils auront peut-être cette difficulté de comprendre. Mais pourquoi pas aussi pouvoir rendre facile un peu vos pensées avec notre langue, qui est le lingala bien sûr, pour permettre aussi à d'autres couches, d'autres secteurs, de comprendre un peu les pensées qui sont prescrites dans cet ouvrage. Je ne sais pas si Tigui Lébé a aussi cette réflexion ou cette imagination, ou encore vous allez rester limité que avec la langue française, pendant que nous avons aussi notre langue qui est le lingala, qui peut permettre aussi à une meilleure compréhension. Non, vous avez raison. C'est pour ça qu'il y a un débat, et il faut le faire justement sur la promotion des langues locales et sur la promotion de la littérature en langue locale. Et il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui militent pour cela. Mais encore une fois de plus, le travail de l'écrivain, c'est d'écrire. Et puis derrière, il y a tout un autre travail. Donc il y a d'autres structures qui sont censées prendre le relais, justement pour accomplir tout ce qui doit l'être dans le cadre de la promotion du livre. Par exemple, c'est pour ça que je reviens encore sur la question des maisons d'édition, sur la question de l'accompagnement. Parce qu'un livre qui paraît, il paraît toujours dans une langue, que ce soit en anglais, que ce soit en allemand, en japonais, et que sais-je encore. Mais derrière, il y a aussi le travail de l'éditeur qui peut aller dans le sens de la traduction des ouvrages. Les meilleurs best-sellers qu'on a aujourd'hui, qui ont été traduits dans 20, 30, 50 langues, l'ont été parce que derrière, vous conviendrez avec moi que l'écrivain a écrit en anglais, par exemple, mais derrière, vu l'importance du livre, vu sa notoriété, la maison d'édition, les structures d'accompagnement ont estimé qu'il fallait assurer sa traduction dans plusieurs langues pour pouvoir justement faire en sorte que le message soit capté par le plus de personnes possible. C'est une question d'organisation. Il faudrait qu'on s'organise davantage dans notre pays, en République démocratique du Congo, pour promouvoir la littérature en langue locale. Donc un livre comme celui-ci, avec un accompagnement, avec des moyens mis à disposition, pourrait être traduit en lingala, en chiluba, en kikongo, en swahili, pour pouvoir toucher le plus de personnes possible. C'est des choses qui sont faisables, mais qui nécessitent un accompagnement. Éditer dans notre pays est déjà très difficile, et généralement, quand vous voyez un livre paraître, ça veut dire que l'auteur y a mis du sien, donc il y a mis de ses finances, et donc si derrière on lui exige un certain nombre de choses, finalement, il va s'user les chaussures. Donc, oui, il y a toute cette organisation à mettre en place, mais l'idéal, effectivement, serait que les idées véhiculées dans ce livre soient accessibles au plus grand nombre possible. Pour pallier un peu à cette difficulté, à titre personnel, moi, j'ai commencé des activités, des tournées au niveau des écoles, parce que je pense qu'il faut aujourd'hui travailler aussi avec la jeunesse, avec nos plus jeunes. Et donc, je vais dans des écoles, je m'entretiens avec les élèves, on essaie de décortiquer ensemble le roman, les différents personnages, la structure narrative, les mots qu'ils découvrent à travers la lecture. Et c'est une manière pour moi, justement, de faire à ce qu'un message qui, à la base, est jugé assez difficilement pénétrable, puisse être simplifié de par un contact, de par une conversation que je pourrais avoir avec des élèves. C'est quelque chose que je compte faire avec les universités aussi. Très bien. Donc organiser ce genre de conférences. Et puis on verra jusqu'où l'aventure nous mènera. Très bien. Alors, merci, voilà, parce que Tigui Lébé, je suis en train d'avoir beaucoup de réactions depuis
il y a une réaction depuis Mboujima. Il y a quelqu'un qui vous félicite hein, par rapport à votre réflexion. Ça l'étonne. Il y a d'autres personnes qui pensent que vous avez la casquette de Zamenga également ici, parce qu'on me dit également ici, mais il a la pensée des Zamenga. Je ne sais pas s'il fait allusion à quoi exactement. Bon, alors, pour en finir pour aujourd'hui, Tigui Lébé, parce que c'est une première partie, j'annonce. Hein, je souhaiterais que la prochaine émission, que nous parlions exactement et précisément, rien qu'à travers les ouvrages que vous avez lancés ou vous avez mis pour l'intérêt de l'opinion, parce qu'aujourd'hui, on voulait un peu comprendre quelques pistes de réalité. Mais pour en finir, ou pour en savoir aujourd'hui sur votre passage dans le plein air culturel, qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques lignes sur vos pensées comme perspective d'avenir pour l'intérêt de l'écrivain congolais, mais également aussi pour ceux qui vont bénéficier de ce que vous faites comme profession. On va finir par là. Alors je vais faire court. Hein. Je vais Très faire bien. court. Il y a quelque chose que j'aime souvent répéter à mes auditeurs, à ceux qui me suivent, c'est de leur dire, et je vais peut-être regarder la caméra pour le dire, Il n'y a pas de souci. lisez encore et lisez toujours. La lecture est le régal de l'âme et le délice de l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu et en tant que société. Je pense que ça résume un peu ma pensée. C'est de pousser les gens à la lecture, à l'écriture. Parce que lire, c'est se réinventer, c'est se recréer, c'est découvrir d'autres univers, c'est se construire, comme vous le dites, c'est s'épanouir. Et donc, on ne peut pas prétendre mener une vie quand on n'a pas lu, quand on n'a pas acquis de la connaissance. Et donc, forcément, moi, voilà, ce serait vraiment d'inviter les gens à s'intéresser à la lecture et plus particulièrement à ce livre, Le Crépuscule des Absolus. Il se posera la question, effectivement, par exemple, pour notre ami de Mboujima, et comment faire pour l'acquérir. Pour l'instant, il est disponible à Kinshasa. Il est disponible également à l'étranger, un peu partout. On peut le commander par Amazon, Fnac, la maison d'édition G d'encre. À Kinshasa, il est disponible à la Maison du Savoir, à l'alimentation Money Shop, à Rotana, un peu partout, vous pouvez le trouver. Je vous remercie pour l'accueil et pour l'opportunité. J'espère revenir à la prochaine fois pour plus de détails. Voilà, je suis sûr et certain qu'il sera fier aussi de savoir que vous êtes passé dans cette émission, Monsieur Christian Loumou Loukoussa, le PCA bien sûr hein, de cette grande chaîne KMC Télévision. Votre passage a été annoncé, également aussi j'ai eu beaucoup de réactions. Tigui Lébé, qu'est-ce qu'il est devenu? Tigui Lébé, finalement, Tigui Lébé, aujourd'hui il n'est plus au Congo, bon, il est là. Il est là, voilà. Il est ici au pays et toujours actif dans ce qu'il fait comme écrivain congolais. En tout cas, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je pense qu'il sera annoncé pour une seconde partie dans cette émission plein air culturel, les jours à venir. Il suffirait simplement que nous puissions jauger nos agendas et voir aussi sa disponibilité. Mais toutes vos réactions, vos messages, je pourrais faire cet exercice de le renvoyer un peu hein, pour qu'il puisse aussi s'imprégner de ce que vous pensez de lui suite à ces passages dans cette émission plein air culturel. Beaucoup de réactions. Si j'ouvrais mon téléphone, il ne saura rien dire parce qu'il y aura eu beaucoup de questions par rapport à son passage. Merci beaucoup Tigui Lébé. Voilà, alors je pense que KMC également aussi pourra bénéficier de ça, je pense. Hein. Merci beaucoup, voilà. C'est l'autre exemplaire. Merci beaucoup, j'aime bien votre sympathie. Allez, mesdames et messieurs, on va faire une courte transition avec Benjamin Luyélé pour voir comment finir aussi avec le tout dernier invité qui viendra aussi nous parler sur son savoir dans cette émission plein culturelle. Et je vous retrouve dans